Bonjour, Bonjour, qui est avec nous? Nina Tarouni. Bonjour Nina. On va commencer avec vos questions. D'accord, très bien. En fait, moi, je voulais revenir sur la dimension technique des risques psychosociaux. En fait, dans le cours de la semaine dernière, ou la semaine d'avant, il y a Hervé Lanouzière qui nous a présenté un tableau avec voilà des mesures à prendre à court terme et des mesures à prendre à long terme, avec trois dimensions, donc la dimension technique, la dimension organisationnelle et la dimension individuelle. Mais en fait, je ne suis pas sûre de l'aspect de la dimension technique concernant les risques psychosociaux. Alors, on s'est entraîné avec les collègues, voilà, qui participent au MOOC. On a pris une situation qui est celle d'un burn-out, par exemple. Je me disais, par exemple, si c'est une situation où c'est un burn-out qui est lié, par exemple, à de la téléphonie ou en fait, c'est la machine qui euh, qui fait répondre au téléphone au lieu que ce soit l'humain qui appuie pour décrocher. Je me disais, est-ce que là, par exemple, l'aspect technique, ce serait sur cet aspect-là particulier ou pas du tout? Non, c'est pas tout à fait ma compréhension. Du point de vue managérial, Oui, ce qui est important de réaliser, c'est que euh, les, les différentes catégories de facteurs de risque qui peuvent porter atteinte à la santé ne sont pas des catégories étanches. oui, Le fait, je vous donne un exemple et je pense que c'est à ça que Hervé Lanouzière faisait allusion. Dans les déterminants du stress au travail, l'organisation du travail, les modes de management peuvent jouer un rôle. Mais l'environnement physique peut également jouer un rôle. À même niveau de contrainte de poste, le fait d'être dans un environnement bruyant ou calme va faire que le niveau de stress ressenti peut varier. Donc, quand vous pensez un plan d'action vis-à-vis des risques psychosociaux, il ne faut pas juste se limiter à cette dimension organisationnelle. Il faut également penser qu'il y a des aspects techniques qui influencent le niveau de stress ressenti. d'accord. Donc ça va être sur l'environnement, par exemple. Le bruit, Ouais. la Les lumière, ambiances, voilà. le fait d'être en open space ou en bureau individuel, la chaleur, l'humidité, le fait de pouvoir ouvrir ses fenêtres et de contrôler sa température ou pas. Et donc, il y a une dimension technique à prendre en compte pour la prévention du stress au travail. En ce qui concerne le burn-out, là, effectivement, il va être plus difficile de trouver une dimension technique parce que le burn-out, c'est vraiment fondamentalement une charge de travail excessive de façon répétée. Mais notez bien que quand même, si vous avez une énorme charge de travail dans un environnement qui est de mauvaise qualité environnementale, vous pouvez très bien vous trouver sur un seuil de burn-out plus rapidement. Donc à la limite, ce que je disais pour le stress peut également s'appliquer au burn-out, mais je dirais que c'est quand même beaucoup plus évident pour le stress ressenti que le burn-out, qui est quand même fondamentalement un problème de surcharge chronique de travail. D'accord. J'ai bien compris la différence. Très bien. Sinon, je voulais juste faire une remarque concernant la communauté Google+, puisque la semaine dernière, dans votre vidéo, vous souhaitiez continuer à créer une communauté et vous souhaitiez qu'elle perdure, en fait, cette communauté autour de votre MOOC. Donc, en fait, je trouve que fermer la communauté Google+ avant les examens, ce qui est prévu pour l'instant, ça pourrait empêcher en fait cette continuité parce que sinon où est-ce qu'on va se retrouver pour pouvoir discuter, etc. Puisque je ne sais pas si sur la plateforme Fun, par exemple, on peut continuer à discuter même si elle n'est pas très accueillante, ou est-ce qu'elle sera fermée aussi après le cours? Je laisse Nicole qui va vous répondre
à cet aspect parce que c'est elle qui s'en occupe avec Oui, Thomas. à ce sujet, en fait, on peut très bien la fermer pendant l'examen terminal, mais la rouvrir après. En fait, le but, c'est d'éviter les échanges de réponses au moment de la réponse au questionnaire. Sur le MOOC gestion de projet, pour pallier à cet effet, en fait, il y avait une charte qui disait aux utilisateurs, bien sûr, de ne pas échanger entre eux les réponses, et ça avait très bien fonctionné. Mais vous pouvez faire aussi de votre façon. Mais sinon, je voulais juste souligner que sur le forum Fun, les échanges qui se font autour des questionnaires donnent les réponses parfois avant même que nous passions les questionnaires. Ah bon. Donc peut-être que la charte est aussi utile dès le début, voilà, pour ne pas parler des questions, des réponses. On y pensera pour l'année prochaine. Voilà, merci. Bah, c'était tout pour mon intervention. Sinon, il me semble bien que pour le MOOC gestion de projet, la communauté avait bien été fermée à un moment donné. J'avais vu les discussions. C'était une des communautés. Ah, c'était une d'entre elles, c'était d'accord. une des communautés. C'était celle où on s'entraidait entre apprenants. Mais la communauté officielle avait été laissée ouverte. Et comme de toute façon tout le monde était inscrit sous son vrai nom, la moindre fuite aurait disqualifié le candidat. Oui. Donc ça, voilà, ça limite les tentatives de tricherie de ce côté-là. Très bien. Merci Nina. Rappelez-nous où vous travaillez. En fait, je suis chercheure doctorante en droit de la santé au travail à l'Université de Paris 13 et je donne des cours donc à l'Université de Paris 13 et à l'Institut régional des travailleurs sociaux. Très bien, merci. Merci, à bientôt. À bientôt. Bon, on attendait d'autres participants, mais visiblement ils n'ont peut-être pas cliqué sur la petite cloche notification pour nous rejoindre. Alors, en attendant que d'autres participants nous rejoignent, il y a deux points sur lesquels je voulais revenir après avoir lu les différentes questions. Deux et demi. Il y a d'abord la question qui est abordée par Kamel Barry et qui concerne l'acceptabilité des risques. Je pense que je reviens sur ce sujet dans la toute dernière séquence du MOOC, donc vous la verrez, mais je voudrais d'emblée insister sur le fait que je vous déconseille très fortement d'utiliser le vocable acceptabilité des risques. D'abord, il faut bien réaliser qu'il n'y a pas de seuil universel de risque acceptable. On ne peut pas considérer que dès lors qu'un risque est inférieur à un niveau donné, quel qu'il soit, on peut considérer qu'il est acceptable. Au plan juridique, cette terminologie est très dangereuse parce que imaginez qu'un risque jugé acceptable se réalise, que le salarié qui en est atteint va devant le juge. Il faudrait expliquer au juge que ce qui est arrivé à ce salarié, que ce soit un accident ou un problème aigu ou un problème chronique, était un risque acceptable. Je pense que le juge aura beaucoup de mal à entendre cela. On confond, je pense ici, deux choses. La notion d'acceptabilité et la notion de priorité. Là, le juge peut parfaitement comprendre que dans une entreprise, les ressources consacrées à la prévention ne sont pas infinies, qu'il y a de nombreux problèmes à résoudre et que par conséquent, il faut les hiérarchiser. Et en mettant en place un dispositif de hiérarchisation, si possible en le faisant valider par le CHSCT,
on peut à ce moment-là développer un autre argumentaire qui dit bah, Monsieur le juge, je comprends, ce risque s'est réalisé, je l'avais identifié, je ne l'avais pas négligé, simplement nous avions jugé dans notre entreprise qu'il y avait des risques dont il fallait s'occuper plus urgemment. Ce qui n'est pas du tout pareil comme argumentation. Ce qui me fait souvent dire que ce n'est pas le risque qui est acceptable ou pas, c'est le processus de gestion des risques. Et là, il y a un abus de langage à parler de risque acceptable. Si vous pouvez, quand on a hiérarchisé les risques, on peut éventuellement se tromper, mais au moins on a fait attention à l'ensemble des risques, on avait des critères et un risque qu'on jugeait peu prioritaire s'est réalisé. Ça peut conduire à réviser les critères de priorité, mais il n'en reste pas moins que le processus de gestion des risques reste acceptable. Alors que de laisser croire que parce qu'un risque était de niveau faible, sa réalisation est acceptable et qu'il n'était pas nécessaire de lutter contre, je trouve, est un message que les managers ne devraient pas véhiculer et qui peut se retourner contre eux. Donc je voulais faire cette mise au point parce que le terme acceptabilité des risques, on l'entend très souvent et je le trouve très peu satisfaisant. En tout cas, au CNAM, nous on bannit cette expression de nos enseignements. Voilà le premier point sur lequel je voulais intervenir. Et je vois qu'un collègue, Peter Heng, c'est... Pierre Trassard. Pardon? Pierre Trassard. Où est-ce que tu vois ça, toi? C'est son pseudo. Ah. Et comment tu le sais? Ben, parce que nous avons échangé sur Google+. Ah. Moi, il me disent rien, il me cache tout, je sais pas rien. Écoutez, on vous écoute avec plaisir. Ah. Mais on ne vous entend pas. Il n'y a pas de son. Votre micro est coupé. Ouais. Est-ce qu'on peut le découper? Ben, je pense pas, non. De chez nous? Oui, c'était en rouge, effectivement. Sinon, vous pouvez peut-être répondre à une autre question du forum en attendant que monsieur... Peter, est-ce que vous m'entendez déjà, vous? Et nous, on vous entend pas. C'est comme si votre micro était coupé. Et d'ailleurs, sur votre icône, on a une image de micro coupé. Je vais avancer un tout petit peu sur l'autre point que je voulais avancer. Dès que vous avez récupéré le son, un micro, vous nous faites un signe. L'autre point sur lequel nous avons eu beaucoup de questions concerne le document unique. Alors, bon, le document unique est un dispositif de repérage, d'analyse et de hiérarchisation des risques et d'organisation des plans d'action qui relève d'une responsabilité managériale globale. C'est-à-dire que les managers ont à s'assurer que ce document, tel qu'il est demandé par voie réglementaire depuis 2001, est effectivement mis en œuvre conformément à la réglementation. Est-ce que pour autant les managers doivent rentrer eux-mêmes dans le détail des différents outils techniques qui permettent d'élaborer ces documents uniques? Notre analyse est non, et c'est pour cela qu'en termes d'évaluation des risques, nous vous donnons peu de repères méthodologiques. Bon.
Il ne nous semble pas que là, pour les managers, rentrer dans le processus de fabrication d'un document unique, ce serait déjà lui demander d'aller beaucoup plus loin, ne serait-ce qu'en termes d'heures nécessaires pour s'approprier la démarche, que ce que nous pouvons consacrer dans ce MOOC. Pour les managers, en revanche, il est important de savoir que s'ils sont dans des entreprises dotées de services d'hygiène, de sécurité, de qualité et d'environnement, c'est à ce niveau-là que les méthodes doivent être proposées, que dans, évidemment, les services de santé au travail peuvent apporter un appui et le dispositif ANACT, ARACT et également INRS peut vous apporter un appui. Sur les sites de l'INRS, sur le site des ARACT, vous trouverez énormément de guides d'élaboration de documents uniques si vous en avez besoin. Mais en faire un élément central de la formation des managers en santé au travail, ça ne nous a pas paru nécessaire. Est-ce qu'il faut pour autant que ces documents uniques soient uniquement faits par des experts? Non, pas nécessairement. Les experts internes ou externes peuvent vous conseiller dans une démarche et ensuite celles-ci peuvent tout à fait faire l'objet d'un repérage et d'une analyse dans les équipes de travail sans que ce soit nécessairement un travail spécialisé. Ce qui m'amène à une question à laquelle j'ai donné une réponse incomplète. Un collègue m'a demandé quel était le champ d'application du DU et j'ai répondu trop vite à sa question. Le champ d'application du DU, comme il me le dit et comme il fait clairement référence ensuite à un jugement de la Cour de cassation, est l'établissement. Ce que je voulais lui dire, c'est que ce que le décret et la circulaire qui régit le processus de document unique d'évaluation des risques dit est que, à l'origine de ce document unique, il faut analyser les situations au niveau des unités de travail, chaque établissement devant réfléchir au découpage en unités de travail cohérent qui lui semble pertinent. Mais c'est effectivement au niveau de l'établissement que le document unique peut être réclamé par l'inspection du travail. Est-ce que c'est au CHSCT d'élaborer le document unique? Non. Le CHSCT peut bien sûr le valider. Il peut valider son résultat. Il peut valider et discuter les plans d'action qui vont avec. Mais le travail lui-même de recueil de données est un travail qui se fait sur le terrain, quelle que soit la méthode retenue, sur laquelle nous ne pensons pas nécessaire, encore une fois, de rentrer dans les détails. Y a-t-il une différence entre cartographie des risques et évaluation des risques? Je dirais, bon, la manière la plus simple, mais il peut y en avoir d'autres. Le processus d'évaluation des risques est un processus de repérage des risques sur le terrain, assorti d'une cotation de leur importance et on les assortit de plans d'action. La cartographie, quand on prend l'origine du mot, ce serait la représentation graphique de ce dispositif d'évaluation des risques. Moi, je m'en tiens à cette vision assez simple. Il y a un processus d'analyse, d'évaluation, de quantification
des risques, et il y a une représentation graphique qui peut être très utile, qui s'appelle cartographie des risques. Maintenant, en réalité, il est vrai qu'on peut, un peu par facilité, utiliser cartographie et évaluation de façon un petit peu synonyme. Voilà les points sur lesquels je voulais intervenir. Peter, est-ce que vous avez pu trouver une manière de... Non, on ne vous entend pas. Hein. Est-ce que vous pouvez poser la question sur YouTube ou sur Google+? Hein, je ne vois que ça. Visiblement, vous avez Sinon, il y a soit un ordinateur sans micro, soit un micro qui ne fonctionne pas. On vous voit très bien, mais on ne vous il y a une petite on ne icône vous entend réglage pas. sur le côté où vous pouvez tester le son normalement. Bon, je vais regarder ça. Non, bon. J'envoie la question par mail. Peut-être vous pouvez mettre la question sur le fil de discussion du MOOC et on va la récupérer et nous l'évoquerons. C'est toujours rouge. On va essayer d'avoir Pierre par un autre moyen. Écoutez, pour aujourd'hui, le dernier point que je voulais aborder, ce sont les QCM. Il y a eu il y a eu plusieurs commentaires qui soulignent, bon, d'une part que, voilà, par rapport aux compétences sur lesquelles nous travaillons, qui sont fondamentalement des compétences de posture managériale favorables à la santé, réduire cela à des QCM est très difficile et ça ne s'y prête pas bien. Pour vous dire le fond de ma pensée, ce que nous devrions être capables de faire, ce sont des petits films de mise en situation et on demanderait à ce moment-là aux participants de réagir face à ces situations. Bon, moi, c'est une pédagogie que j'ai bien connue quand j'étais enseignant en faculté de médecine et de plus en plus, on forme aux compétences médicales, non pas en interrogeant la mémoire livresque, mais en demandant aux futurs médecins de réagir face à des présentations de cas. C'est ça que nous devrions pouvoir faire, mais voilà, ça demande un gros travail de développement et celui-ci n'est pas prêt. Donc on a ces QCM qui sont une forme très dégradée, hein, et certainement pas de contrôle des connaissances ni de certification des compétences. Ce que l'on cherche à faire à travers ces QCM, prenez-les surtout comme ça, c'est de vous donner des repères sur voilà les points que les enseignants jugent les plus importants. Donc prenez-les comme un support à votre réflexion, à la hiérarchisation des informations. Et puis par ailleurs, il peut y avoir des réponses qui les questions peuvent être interprétées d'une façon ou d'une autre et certains peuvent à bon droit penser que leur réponse est juste alors que nous, on a estimé qu'elle ne l'était pas. Un exemple dont me parlait Thomas, c'est un collègue qui disait que par rapport à l'obligation de sécurité de résultats et du document unique, c'est ça? La cartographie des risques. Ou la cartographie des risques. Bon, Est-ce que c'était un élément Est-ce que la cartographie des risques est un élément de l'obligation de sécurité de résultats? Et nous, on a plutôt préconisé la réponse non. Oui. Non. Bon. Pourquoi? Parce que le document unique, c'est justement une obligation de moyens. Voilà. Et c'est pas parce qu'on a fait le document unique que vis-à-vis du juge, on est quitte du résultat. Donc c'est en ce sens-là que on a plutôt considéré
que la réponse non était la bonne réponse. Mais vous voyez à quel point chacun peut interpréter ces questions d'une façon ou d'une autre. Et donc, je vous remercie de votre tolérance sur ce point. On est véritablement encore en phase d'apprentissage. Voilà. Alors, nous avons reçu une question. Oups. Qu'est-ce que j'ai fait? Est-il toujours crédible de considérer le médecin du travail comme un interlocuteur compétent et capable de mobiliser des ressources expertes lorsque bien souvent il ne dispose pas de ces ressources expertes? Alors, sur le rôle des médecins du travail et la relation médecin-manager, je m'en suis déjà expliqué dans un hangout. Il est, à vrai dire, un petit peu difficile. Votre question est-il toujours crédible de considérer le médecin du travail comme un interlocuteur? Je peux très bien répondre non à cause du mot toujours. C'est pas la question de Pierre, c'est la question non, de quelqu'un c'est pas d'autre. la question de Pierre, c'est un autre collègue. Hein. Toujours non, mais le plus souvent, il me semble que oui. D'abord, je pense que c'est souligné à un moment donné, les services de santé au travail sont dans un processus de regroupement. Et de plus en plus, on aura moins de services de plus grande taille qui permettra un meilleur partage de l'expertise et une meilleure mutualisation des ressources expertes. Donc, ceci est un processus actuellement très actif et le modèle du médecin du travail isolé dans un petit service de santé au travail sera bientôt derrière nous. Bon. Donc, bien évidemment qu'en fonction des médecins, en fonction de leur motivation, en fonction de leur expérience et en fonction de la taille du service, vous aurez un service expert, comme vous dites, qui peut être variable. Mais enfin, écoutez, c'est celui que les entreprises ont, c'est sur celui-là qu'elles peuvent espérer s'appuyer et il ne faut évidemment pas se priver de les mobiliser parce que c'est aussi comme ça que sous la demande, ils affineront leur capacité à vous donner des réponses pertinentes. Je vois que Jean-Pierre a toujours pas trouvé le moyen de nous envoyer, même par écrit, les questions. Essaye de l'appeler. On essaye de vous téléphoner. les joies du direct. Alors, quelle est votre question? On va y arriver. Alors, attendez, on va prendre les questions une par une, parce que comme on ne vous entend pas, ça va être un peu compliqué. Alors, premièrement, sur la faute inexcusable, je répéterai votre question pour le bénéfice de tous les collègues. Quelle est votre question sur la faute inexcusable? Oui, c'est un terme juridique, absolument. Oui, alors, bon, c'est délégation de responsabilité et faute inexcusable. Alors, toute la question, je pense que Dominique, soit Dominique Vacher, soit Pascal Brocheton abordent ce point. Il faut que la délégation de responsabilité respecte un certain nombre de critères qui sont donnés dans le cours pour que effectivement il y ait à ce moment-là un transfert de responsabilité. Si cette délégation est formelle et qu'elle ne respecte pas les critères, en particulier le fait que on délègue les responsabilités et la maîtrise des moyens qui vont avec, à ce moment-là, le juge continuera de considérer que c'était le chef d'entreprise qui portait la responsabilité civile et pénale du risque. Hein? Donc il ne suffit pas de recevoir un petit morceau de papier en disant c'est vous le responsable. Le processus de délégation est très formel, mais si il est formellement correctement réalisé, alors oui, il va y avoir transfert de responsabilité.
Ah non, mais la sous-traitance, non. Vous ne pouvez pas déléguer votre responsabilité dans une entreprise à un sous-traitant. Ça, c'est pas possible. Non, mais attendez, oui, mais il faut pas confondre deux choses. Bien entendu qu'il y a sous-traitance. Mais les entreprises de sous-traitance, elles sont responsables vis-à-vis de leurs salariés. Quand ces salariés interviennent sur des installations nucléaires de base, il y a forcément une entente et des protocoles qui existent entre le sous-traitant et l'exploitant et qui peut clarifier les responsabilités. Mais le fait d'être sous-traitant d'EDF ne veut pas dire que EDF transfère au sous-traitant sa responsabilité. Mais quand le sous-traitant intervient sur un site d'EDF, il y a une sorte de responsabilité partagée qui doit être préparée par un protocole dans le domaine du nucléaire. Bon. Ok. Autre question? Alors, un témoignage, oui, mais comment je vais faire pour... parce qu'il n'y a que moi qui vous entends là. Hein. J'ai un micro, mais ça passera pas. Ça passera pas là. Mais essayons la semaine prochaine à ce moment-là, plutôt. Si c'est un témoignage, je préfère ça, parce que sinon, là, les collègues à l'écran, ils vont forcément décrocher. Mais réessayons la semaine prochaine. Et sinon, vous aviez une question plus précise? Non. Écoutez, alors à ce moment-là, je vous propose de réessayer la semaine prochaine. Quel jour est-on prévu? C'est lundi prochain, même heure, 17 heures. Voilà. Eh ben, voilà, Nicole et Thomas feront des tests pour s'assurer que votre micro peut fonctionner. Oui, on fera ça. Voilà. Eh ben, écoutez, bon MOOC à tous et à bientôt.